fichier normalement maintenant. Voilà. Donc bonjour à tous, bienvenue. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir pour ce webinaire, donc le CO2, une solution à la portée de tous pour les magasins de proximité. Je suis Anaïs Bénard, je suis en charge de la communication chez Profroid. Je suis accompagnée de Chérif Samy, notre responsable produit, et d'Éric Lajoie, notre technicien metteur au point. Quelques informations concernant l'utilisation de Zoom. Vous pouvez poser des questions en utilisant donc, le bouton questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Le webinaire va en durer environ 1 heure. Chérif, tu peux montrer la slide de l'agenda? Oui. Dans un premier temps, nous parlerons du coup nous ferons une introduction en rappelant un petit peu l'historique du CO2 chez Profroid. Puis, nous verrons les solutions CO2 disponibles, ainsi que les technologies CO2 disponibles. Nous donnerons également quelques références. Et enfin, nous terminerons ce webinaire par une session de questions-réponses. Je vais donc maintenant laisser la parole à Chérif, notre responsable produit. Merci Anaïs, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler un peu de nos solutions en CO2 aujourd'hui. Donc, avant de commencer par parler produits, on va parler contexte. En ce moment, on a eu pas mal d'activités au niveau réglementation. Je vous ai sûrement entendu parler du protocole de Montréal pour les fluides qui ont un impact sur la couche d'ozone, l'amendement de Kigali pour limiter en fait l'utilisation des HFC, pour limiter en fait le réchauffement global. Et en Europe, au niveau, la réglementation qui nous concerne le plus, c'est l'AF-Gas. Et l'AF-Gas, ces derniers temps, on a eu pas mal d'activités également, notamment en 2020, avec l'interdiction en fait du 404, de l'utilisation du 404. Cette année, en 2022, on va avoir aussi un nouveau palier qui va arriver en avril et qui va interdire en fait tous les fluides HFC dont le GWP est supérieur à 150 et pour les applications commerciales de plus de 40 kW. Alors toutes ces évolutions des réglementations, en fait, elles poussent à changer en fait nos manières d'offrir des solutions au niveau de l'HVAC, au niveau de la réfrigération. Et on voit de plus en plus apparaître des solutions, notamment à base de fluides naturels. Et c'est pour cela que notre société Profroid elle a fait le choix d'investir en fait et de développer toute une gamme de produits qui fonctionnent au CO2. Depuis 2008, donc à savoir avec le rachat par Carrier de la société Linde, on a commencé à proposer sur le marché des centrales frigorifiques donc hybrides, donc, à la fois une boucle HFC et une boucle CO2. Et c'est en 2010 qu'on a commencé à proposer des systèmes transsynthétiques, donc full CO2, à 100% avec ce fluide. Et en fait, à partir de là, on a étendu notre gamme, à la fois sur les petites puissances, avec en 2016 des petits groupes de condensation qui sont adaptés pour les petites chambres froides, et donc ça sera le sujet aujourd'hui. Et sur les grosses puissances, donc l'année passée, on a sorti une gamme adaptée aux applications industrielles pour les fortes puissances. Donc on va jusqu'à 1,5 MW. Et au fil des années, donc on n'a pas développé uniquement ces solutions, mais au fil des années, voilà, on a essayé de proposer des solutions complémentaires, donc avec les échangeurs de chaleur, donc type évaporateur, les gaz couleurs, et puis on a étoffé notre gamme. Aujourd'hui, on est parmi les seuls acteurs du froid avec du réfrigérant naturel, le CO2, qui est le CO2, à proposer des solutions qui vont du simple kilowatt jusqu'à 1,5 MW. Alors, avant de parler produits, on va voir quel est le principe du CO2 qui sont utilisés dans ces produits. Là, on a 2 systèmes. Donc, à gauche, c'est le système HFC que vous avez l'habitude de travailler avec. Et à droite, le système CO2. Enfin, le point commun qu'il y a dans ces 2 systèmes, c'est que pour produire du froid, on va distribuer du réfrigérant liquide dans les postes froids, ici et ici, dans les 2 systèmes.
La seule différence, c'est que pour arriver à avoir du liquide à l'intérieur du réservoir, on n'a pas du tout les mêmes étapes. Sur le système HFC, c'est assez simple, donc on condense avec l'extérieur. Et en fait, le changement d'état fait qu'on a du liquide, de la présence de liquide à l'intérieur du réservoir. Sur le CO2, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la question du point critique où, en fonction de la situation ambiante, on va être soit en transcritique, donc au-delà du point critique, soit en sub et en dessous du point critique. Mais dans tous les cas, on aura besoin d'avoir une étape au niveau de la régulation supplémentaire. Cette étape, elle utilise deux composants. C'est des détendeurs, que sont les vannes HP, qui sont ici, et la vanne moyenne pression, qui est ici. On expliquera après comment on régule ce système. L'avantage, en fait, de proposer un système qui fonctionne au CO2, déjà, c'est que le CO2 a un GWP, donc un potentiel de réchauffement de la planète qui est de 1. Donc, c'est vraiment un réfrigérant qui est durable et vous ne serez pas embêté par rapport à des réglementations. Et donc, c'est un fluide qui n'est pas caractérisé comme inflammable. Donc, on n'a pas de limite d'utilisation dans les applications, notamment commerciales. Avant de parler de la régulation, voilà les étapes précises en fait qui sont dans le système CO2. Donc là, vous avez la compression, vous avez le refroidissement au niveau du gaz couleur. Vous avez une détente qui se fait au niveau de la vanne haute pression. Ensuite, ici, vous êtes au niveau de la pression du réservoir, vous avez deux états. Vous avez du CO2 liquide et vous avez du CO2 à l'état de vapeur. Et en fonction en fait, de la température ambiante, la proportion liquide-vapeur va varier. Et en fait, c'est ce liquide qu'on va venir distribuer. Donc ici, on a la détente du détendeur au niveau du poste froid. Donc ça peut être une chambre froide, ça peut être un meuble frigo. Et ici, on a une deuxième détente avec la vanne moyenne pression, donc pour justement maintenir la pression du réservoir au niveau de fonctionnement qu'on veut. Et au point 1, on a l'aspiration. Donc on va voir ça, les boucles de régulation. Comment ça se passe? Bon, déjà, un système CO2, ça se régule. On a plusieurs boucles de régulation. C'est un peu plus compliqué que sur du HFC, dans le sens où, comme je vous ai dit avant, on a des vannes supplémentaires. Alors, la première boucle, c'est au niveau des compresseurs. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la pression à l'aspiration et en fait, on va adapter soit avec l'enclenchement ou l'arrêt des compresseurs, soit en modulant la vitesse enfin, la capacité frigorifique de nos compresseurs. Ça, c'est pour la première boucle. La deuxième boucle, elle concerne le gaz couleur. Alors, le gaz couleur, on a en entrée, le régulateur, il prend la température ambiante et la température de sortie gaz couleur. Et grâce, en fait, aux ventilateurs EC, qui permettent une modulation de leur vitesse, on va essayer d'avoir un delta T de 2 K entre la température ambiante et la température de sortie gaz couleur. La troisième boucle de régulation, c'est au niveau de la vanne HP. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la température ambiante plus la haute pression. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le but, c'est d'adapter en fait la haute pression en fonction de la température ambiante pour avoir le COP le meilleur, le plus optimisé. Parce que il suffit pas, enfin, si la compression n'est pas importante ou la compression est trop importante, le rapport entre la puissance absorbée des compresseurs et ce qu'on peut en tirer en termes de puissance frigorifique va être défavorable. Donc en fait, tous les régulateurs, alors chaque régulateur va suivre sa courbe donnée, mais tous les régulateurs du marché va en fait, en fonction de telle température ambiante, il va positionner la bonne pression HP pour justement optimiser ce COP. Et enfin, la dernière boucle de régulation, elle concerne la vanne moyenne pression. Et tout simplement, cette vanne moyenne pression, elle va maintenir une pression, la bonne pression de fonctionnement au niveau du réservoir. Donc, vous comprendrez bien que si la température ambiante, la proportion de flash gaz, donc de vapeur à l'intérieur du réservoir, elle va augmenter, ce qui va en fait perturber le fonctionnement des compresseurs moyenne température et donc impacter l'efficacité énergétique de ces compresseurs.
C'est pour ça qu'on dit que les systèmes CO2 sont un peu moins efficaces lorsque les températures ambiantes sont importantes. Alors, venons-en au produit. Alors, ça, c'est une roue produit que vous allez voir à chaque fois que vous allez ouvrir nos documentations commerciales, que ce soit des leaflets, des flyers ou des brochures. On l'a mise à jour ces derniers jours en rajoutant en fait les échelles de puissance en bleu et les échelles de surface. Alors, en rouge, c'est les échelles de surface. Pour les solutions qui concernent les supermarchés. Et en vert, c'est plus en volume parce qu'on va passer sur des applications plus d'entrepôt et industrielles. Et ici, en face, donc on a les applications et en face, vous avez les produits qui sont adaptés pour chaque cas d'utilisation. Donc pour les petits supermarchés, on va parler de Quiet Cool, on aura des centralettes, groupes de condensation qui sont les Quiet Cool MC, et puis on va rentrer dans les applications supermarchés avec les Mini Cool Compact, et aussi la dernière génération de systèmes transcritiques avec éjecteurs des Cooltech Evo. Et puis après, pour les grosses puissances, on aura les Maxi Cool Compact et les Power Cool qui, là aussi, également fonctionnent avec des éjecteurs. Aujourd'hui, le webinaire, il va se concentrer en fait sur la partie proximité. Donc, on va se situer au niveau de la partie droite de cette roue produit. Et on va un peu rentrer dans le détail. Donc, les produits en question. Donc, vous voyez, on se retrouve sur la partie droite avec les puissances. Donc, au niveau des puissances, on peut être de l'ordre du kilowatt et on peut aller jusqu'à plusieurs centaines de kilowatts pour les applications de supermarché. Ça représente jusqu'à 3-4 000 mètres carrés. On a la possibilité avec ces produits-là, donc les Quiet Cool MC et les Mini Cool Outdoor, de faire du MT seul. Donc là, vous le voyez avec le schéma de principe à droite. On a la possibilité de faire de la récup de chaleur sur un ou deux niveaux. Et on a la possibilité, avec la version Quiet Cool, d'avoir une version à eau. Si vous avez un dry cooler sur une ancienne installation, de l'utiliser pour justement avoir la possibilité d'installer cette machine à l'intérieur et utiliser la boucle d'eau. Donc, boucle d'eau qui va servir à refroidir le gas cooler. La deuxième possibilité d'application, c'est de faire du LT seul. Alors, ce n'est pas du booster, c'est une version qui vous permet de produire du froid négatif sans pour autant avoir un besoin positif. Alors, je m'explique. On va avoir non pas le compresseur négatif qui va non pas refouler directement l'aspiration des compresseurs positifs, mais à travers un intercooler, on va refouler directement dans le réservoir. Et cette application va nous permettre en fait de faire jusqu'à environ 7 kW de froid négatif. Et cette version est disponible à la fois en gas cooler à air et en gas cooler à eau. Et il faut savoir que lorsque vous utilisez une version à air, les batteries de l'intercooler et du gas cooler sont imbriquées. Donc c'est une seule batterie d'un seul bloc. Et la dernière version possible, c'est les versions de booster. Et là, pour le coup, on n'a plus le petit produit pour jusqu'à 10 kW pour les petites chambres froides, mais on a des petites centralettes, des Quiet Cool MC, qui vont aller jusqu'à à peu près 90 kW, 160 kW pour celle-ci, donc la Mini Cool Outdoor, en MT bien sûr. Et donc ça vous permet à la fois de faire un magasin complet, de gérer les postes froids BT et les postes froids MT. Là c'est juste une illustration pour vous montrer comment les centralettes Quiet Cool MC sont utilisées sur un supermarché. Donc là, on a une version booster et ici, on a une version MT-Cell. Maintenant, on va voir comment les solutions, elles sont utilisées et comment elles sont adaptées dans les différents cas de figure. Alors, juste un petit mot. Là, on va rentrer dans le détail. Et en fait, ces combinaisons, ces solutions, elles ont été développées grâce à vous, clients, parce qu'on a été à l'écoute, on est venu sur le terrain, on a fait ce qu'on appelle des voice of customer. En fait, c'est des sondages, c'est des questionnements. Et on a fait en sorte d'adapter vos demandes à vos besoins et à la situation en fait, des installations. Donc, ce que vous voyez, toutes ces solutions, elles ont été faites grâce à vos retours.
Euh, donc, le premier cas de figure, c'est lorsque vous avez de l'espace à l'extérieur. Donc, peut-être pas dans les centres-villes, peut-être à l'extérieur des centres-villes. Là, vous pouvez utiliser une solution d'unité de condensation avec le gaz couleur imbriqué, ou alors la version unité de condensation qui n'a pas de condensateur, qui n'a pas de gaz couleur, pardon, mais pour lequel on va utiliser un gaz couleur déporté. Ces versions, alors les versions pour celle-ci, pour la petite, c'est uniquement du compresseur hermétique rotatif, mais sinon pour le reste, tout ce qui est version avec plusieurs compresseurs, les versions centrales, elles sont disponibles à la fois en version compresseur hermétique ou semi-hermétique à piston. Le deuxième type d'installation, en fait, c'est lorsque vous êtes en centre-ville et vous n'avez pas de place à l'extérieur. Et par contre, vous avez de la place dans une salle des machines. Mais le problème, c'est que comme la salle des machines, elle se situe des fois dans des caves, où il y a un passage, une cage d'escalier qui est vraiment exiguë, les hauteurs, elles sont pas, elles favorisent pas en fait la manutention des centrales. Eh bien, on a adapté nos produits. Il faut savoir que nos produits qui sont adaptés pour ce type de supermarché, là, on parle de surface autour de 500 mètres carrés, enfin, jusqu'à 500 mètres carrés. C'est des petites centrales qui peuvent être découpées en deux, séparées en deux, pardon, et manutentionnées et être remontées à l'intérieur des salles de machines. Donc, on pourrait avoir cette solution, une version qu'on appelle Quiet Cool MC Indoor, donc indoor pour intérieur, et avec soit un gas cooler centrifuge qui peut être installé à l'intérieur, avec donc des caissons qui peuvent être gainables. Donc, on a une pression disponible qui va jusqu'à 200 pascal et qui est compatible avec la gamme Quiet Cool MC. Ou alors, on peut très bien penser, là, si vous avez sur le slide d'après, de l'espace à l'extérieur, on pourrait très bien utiliser en fait cette version de Quiet Cool MC avec un gas cooler à déporter. L'autre cas de figure, c'est où vous avez des petites terrasses, soit à l'extérieur, soit sur le toit, qui ne vous permet pas en fait de mettre une unité de condensation complète. Alors, ce que vous faites, c'est que soit vous mettez une unité de condensation, mais sans gaz couleur cette fois-ci, avec un gaz couleur déporté soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Ou alors, si vous avez un petit espace à l'intérieur, vous avez votre centrale à l'intérieur et votre gaz couleur à l'extérieur. Toutes les configurations sont possibles. Juste une petite information sur la version indoor. Avant, notre version, elle allait jusqu'à 50 kW MT et 10 kW BT. Là, on est sur le point de sortir, et c'est une avant-première, on est sur le point de sortir une extension de cette gamme où on va pouvoir aller jusqu'à 93 kW moyenne température et 17 kW basse température avec des combinaisons de compresseurs. On aura un compresseur MT supplémentaire, voire deux si on fait du MT seul. Et on aura aussi des améliorations, notamment au niveau du volume du réservoir. On aura la possibilité de surdimensionner le réservoir, même sur l'ancienne gamme. Et donc, vraiment, on aura un produit ces améliorations qu'on a apportées avec l'expérience qu'on a eue, on aura vraiment un produit qui sera adapté aux situations et vous offrira en fait un mode de fonctionnement plus sécuritaire. Alors, il faut savoir que donc, toutes ces expériences, toutes ces combinaisons, elles ont été faites par l'expérience. On a fabriqué aujourd'hui à peu près 20 000 unités de CO2 partout dans le monde. Et en fait, comme je vous l'ai dit, en fait, cette expérience, on l'a grâce au retour terrain. Et donc, ça nous a permis à la fois de designer ces produits en fonction de l'utilisation, déjà pour que nos produits matchent avec le besoin, mais aussi pour faire en sorte que ce soit des produits plus confortables à installer et à utiliser. Mais il n'y a pas que ça. En fait, aussi au niveau du fonctionnement, on a travaillé et on a amélioré notamment la régulation. Donc, on a pris comme exemple le Quiet Cool, qui est la petite unité de condensation inférieure à 10 kW pour les petites chambres froides et les petites stations-service, par exemple, où avec le package, vous avez la possibilité d'avoir une option régulation de chambre froide qui s'appelle Procol chez nous, Procol de 3, et donc qui permet en fait d'avoir une communication entre le régulateur de chambre froide et l'unité de condensation. Et en fait, cette communication, via Modbus,
elle permet déjà d'avoir des avantages, notamment au niveau des réductions des cours fixes, parce qu'en fait, on va avoir l'adaptation de la vitesse lorsque la chambre froide, la vitesse du compresseur, lorsque la chambre froide est à température. Et donc, il va y avoir en fait une coordination entre le détendeur et la vitesse du compresseur. On va avoir une régulation qui sera plus douce, donc une température qui va avoir tendance à être très proche du point de consigne. Et du coup, le fait d'utiliser également les compresseurs hermétiques, donc à aimant permanent, nous permet d'avoir une plage de variation de fréquence assez importante qui nous permet d'avoir déjà de monter très haut en surcapacité, mais aussi d'aller très bas et de fonctionner avec plusieurs postes froids. Les autres avantages, c'est qu'on a une horloge temps réel qui permet de faire des dégivrages temps réel, de la surveillance des alarmes, donc de savoir quand est-ce que l'alarme s'est produite, c'est combien de temps, par exemple, l'unité s'est arrêtée. Et donc, tous ces avantages, ces communications ont été améliorés. Donc, le produit n'est pas sorti comme ça, hein. C'est au fil du temps, donc avec l'expérience qu'on a eue du terrain. Tous ces améliorations, tous ces packages d'amélioration sont fournis aujourd'hui avec la Quiet Cool pour justement vous assurer un certain niveau de sécurité et aussi un fonctionnement optimum pour justement améliorer les économies, améliorer le fonctionnement et les économies d'énergie. Voici quelques photos d'application. Donc là, vous retrouvez la Mini-Cool Outdoor ici. Là, on a une version indoor sur laquelle on a un gaz cooler déporté sur le toit cette fois-ci. Et ici, on retrouve encore une Quiet Cool MC Outdoor. Alors, maintenant que je vous ai parlé des produits, on va traiter du sujet des avantages des solutions CO2 en France notamment. Donc, il faut savoir que les solutions CO2, elles sont éligibles au C2E. On a aussi la question du suramortissement. Donc là, je vais aussi en parler. Il y a la récupération de chaleur. Donc ça, on oublie, on parle souvent de COP, COP de la machine, mais la récup de chaleur aussi participe notamment à la réduction de l'utilisation des chaudières et du coup et des économies d'énergie. Donc ce qu'on vous a fait, c'est qu'on vous a préparé, alors juste avant de parler du comparatif, on va parler en fait des fiches C2E. Alors, voici les fichiers C2E qui pourraient être utilisés avec le système CO2. Donc, on a notamment celle-là qui est intéressante parce qu'on va avoir une mise à jour là, et je vais vous en parler tout de suite après le comparatif. On a la fiche sur la version de vitesse, la HP, la BP flottante et surtout la récupération de chaleur. Pour ceux qui le désirent, on a aussi une liste des obligés et délégataires avec lesquels vous pourriez monter des dossiers C2E. Donc, ce que je vous propose, c'est sur une installation typique, donc, qui fait une centaine de kilowatts MT, un comparatif entre un système CO2 et un système HFC. Donc, on a aussi 13 kilowatts en basse température. Donc, au niveau de la centrale CO2, on n'en a qu'une seule, vu qu'on est sur un système booster. Sur la centrale HFC, on a deux centrales. Alors, au niveau du prix, le coût de revient, si sur une base 100, le HFC représente 100%, le CO2 représenterait 10%. Donc, on aurait une différence d'à peu près 10%. Par contre, si on regarde ce que peut rapporter les C2E, on serait à 3 842 600 kWh/Qmac, alors que sur un système HFC, on serait sur 3 9 751 kWh/Qmac. Donc ça, c'est à peu près grâce à la récup de chaleur et aussi au fait à la HP flottante qui nous permet d'être mieux positionné au niveau C2E. Ce qui nous fait une réduction, donc avec, si on prend le coût actuel, on est entre 7 et 8 euros du mégawattheure, une réduction par rapport au prix de moins 43%, alors que le HFC, ça représenterait moins 38%. En plus de ça, on a le suramortissement qui est spécifique en France. Donc le suramortissement, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est pour ceux qui investissent en fait dans les fluides naturels. Ils peuvent en fait défiscaliser à hauteur de 40% du montant investi. Donc, si par exemple vous investissez 100 000 euros
sur une installation CO2, vous pouvez défiscaliser 40 000 euros sur 5 ans. Donc, ça fait 8 000 euros par année. Et en fonction de votre taux d'imposition sur les sociétés, vous pouvez économiser entre 6 et 12 par rapport à votre investissement. Donc, 6 à 12 sur les 100 000 euros. Donc, pour ce cas-là, on a calculé, donc on est à moins 11 à 5 ans. Donc, il faut savoir que ce gain, il se fait chaque année hein, sur ce que vous payez aux impôts. Donc, on est à moins 11 à 5 ans. Donc, ce qui fait que au départ, on était sur une centrale qui coûtait 110% par rapport au HFC, mais au final, à moyen terme, on est à 56% contre 62%. Donc, le système CO2 permet des primes CO2 plus intéressantes, il permet des déductions fiscales intéressantes aussi. Et donc, au final, à moyen terme, le CO2 peut être mieux positionné que les systèmes HFC. Sachant que sur une durée de vie d'une centrale qui est de l'ordre de 15 à 20 ans, là, on arrive largement, on rentre largement dans nos frais. Maintenant, je vais vous parler d'une nouveauté qui est la nouvelle fiche, enfin la mise à jour de la fiche BATQ 117 qui va intervenir en avril. Et en fait, les changements qui ont lieu, c'est en fait une simplification des calculs qui se basent sur la somme des puissances frigo et non plus sur les zones géographiques. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais sur certaines zones géographiques, on avait un coefficient négatif en fait qui impactait au global les kilowattheures QMAC qu'on pouvait avoir. Là, c'est plus le cas. On aura uniquement le calcul va se baser uniquement sur les puissances frigorifiques. La nouveauté aussi, c'est que la fiche est éligible pour les installations neuves de puissance inférieure à 40 kW. Alors ça, c'est bien, c'est pour justement parce qu'aujourd'hui, avec la F-Gas, même avec la mise à jour qui va avoir lieu cette année, on va toujours avoir la possibilité d'utiliser du système HFC à inférieur à 40 kW. Et donc, pour justement peut-être privilégier ou intéresser les clients à passer sur du CO2, ils ont en fait intégré cette éligibilité pour les installations neuves. Et dernièrement, c'est le remplacement des centrales hybrides avec boucle HFC, dont le GWP est supérieur à 150, qui est éligible également à cette fiche. Dernier point que je voulais dire, c'est que nos systèmes de dernière génération qui intègrent les électeurs, donc le Cooltech Evo, bénéficient en fait du coefficient le plus important parce qu'à la fois ils intègrent de l'éjecteur vapeur modulant et qu'on sursature sur ce système-là, on sursature en fait les batteries des postes froids. Donc ces deux caractéristiques nous permettent en fait d'avoir le coefficient max qui est 16 300 pour le calcul de vos C2E. Donc n'hésitez pas lorsque vous demandez un chiffrage chez nous sur un système avec éjecteur. N'hésitez pas à nous demander aussi l'estimatif pour ces C2E et sachez que vous aurez le maximum au niveau de cette fiche. Donc, je vais laisser la main à Anaïs qui va vous parler de tout ce qui est livraison, délai de livraison, tout ce qui est stock. Anaïs. Merci Chérif. Du coup, concernant nos délais de production, les produits sont soit déjà en stock, soit disponibles à partir sous 4 semaines. Et comme vous pouvez le savoir, tous nos produits sont fabriqués en France dans notre usine d'Aubagne. Les PID et les 3D sont disponibles sur demande. Concernant les documents qui sont disponibles, nous avons des documents qui sont purement commerciaux et marketing, donc tels que les leaflets, et nous avons des documents qui sont un peu plus techniques comme donc nos brochures ou nos manuels d'utilisateurs. Nous avons aussi donc les documents de mise en service qui sont disponibles auprès de notre service d'assistance technique. Les leaflets et les brochures, vous pourrez les retrouver sur notre site internet www.proform.com. Les autres documents, il faudra les demander du coup à nos équipes. Voilà. Je laisse maintenant la parole à Eric qui va vous expliquer, qui va vous donner les clés d'une installation réussie. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous guider pour l'installation de ces machines. Donc en petit 1, pensez à bien, si vous mettez vos unités à l'intérieur d'une pièce fermée, de bien raccorder les soupapes vers l'extérieur. Si vraiment la pièce est petite, il faudra un détecteur de CO2 et une ventilation afin de vous mettre en protection auprès des machines CO2.
Ensuite, il faudra bien respecter en petit 2 le raccordement des gaz couleurs déportés. Si vous mettez un gaz couleur déporté, on essaiera toujours d'avoir le gaz couleur plus haut que la centrale pour faciliter le drainage de celui-ci, hein, et gagner en rendement sur votre machine. Hein. Et quand vous raccorderez ces gaz couleurs, il faudra bien respecter l'équilibrage des tuyauteries. Si vous avez un ténor, c'est nos gaz couleurs qui sont en V. Il y a 2 points de raccordement, donc il faudra bien équilibrer pour que les deux échangeurs soient bien alimentés. Et pour le décharge du liquide en sortie du gaz couleur ou du transfectique, on essaie toujours de mettre des coudes vers le bas pour bien drainer ces tuyauteries, en fait, pour bien évacuer le liquide. En petit 3, donc au niveau de votre sélection d'étendeurs, en général, on sera toujours à 35 bars sur notre liquide. Après, votre aspiration avec fluctuante, en général, c'est moins 10 sur le positif et moins 35 sur le négatif. Et vous sélectionnerez vos orifices avec un fonctionnement entre 50 et 80%. Comme ça vous permettra, en sortie de dégivrage ou en descente de température, d'avoir un petit peu plus de puissance et de pouvoir faciliter l'alimentation de votre échangeur. Au niveau des surchauffes, donc sur le CO2, on utilise des surchauffes un petit peu plus hautes, alors surtout sur le positif, parce que comme on a la Vérec qui va décharger à l'aspiration, si on travaillerait beaucoup plus bas, on aurait des surchauffes presque nulles au niveau des compresseurs. Donc on est obligé d'avoir une surchauffe entre 8 et 12 K sur les postes positifs. On réglera un MOP à moins 5 degrés, ce qui nous évite en sortie de dégivrage d'avoir des montées de pression importantes. Et sur le négatif, on réglera entre 7 et 10 K de surchauffe avec un MOP à moins 25. Dans le même cas, pour éviter des fortes montées de pression en sortie de dégivrage. Dans tous les cas, des sondes de surchauffe, il faudra bien les positionner à l'horizontale, sur un tube horizontal et à 5 heures. Voilà. Hop. Tu peux passer à la deuxième. Voilà. Au niveau de la pose, donc comme tous les équipements froids, hein, pensez qu'il y a des zones techniques minimum à avoir. Donc en général, 50 cm derrière, c'est pour qu'ils puissent être bien ventilés vis-à-vis d'un mur. Sur le deuxième slide, à la droite, vous voyez, on laisse une distance minimum sur les quite cool. Les tableaux électriques sont sur les côtés des machines. Donc faites attention de laisser un minimum pour pouvoir intervenir. Pareil, entre machines, quand on les pose les unes sur les autres, pour accéder sur tout ce qui est ventilation, variateur, ça sera par la partie haute de la machine. Donc laisser un peu de disponibilité pour pouvoir accéder aux vis et autres. Dans la pose, on ne les met jamais les uns face aux autres. C'est logique, hein, le condenseur ne va pas cracher le ventilateur ne va pas cracher dans l'aspiration du deuxième condenseur, on monterait très haut en pression, ça ne pourrait pas fonctionner. Si dans le cas où vous les mettez face à face, laissez un minimum de distance pour pouvoir évacuer les calories, ne les mettez pas vraiment collés les unes aux autres. Et dans le cas où votre couette cool serait plus haut que votre poste froid, pensez qu'on est comme toute règle de froid, on positionne un siphon et un contre-siphon. Si les hauteurs sont vraiment très très importantes, peut-être faudra doubler ces siphons et contre-siphons. C'est la suivante, les chefs. Donc, quand vous recevez une machine trop froid, en haut à gauche, vous voyez une étiquette qui va reprendre dans l'encadré rouge les pressions de service de la machine. Donc, on part toujours de la pression d'aspiration négative jusqu'à la pression la plus haute, le condenseur du positif. Donc, faites bien attention que l'ensemble de vos équipements correspondent à ces PS. Si jamais il y a un équipement qui a une PS inférieure, il faudra soit prévoir les soupapes en proportion, hein, et si c'est sur la partie liquide, pensez changement de soupape et contrôler les réglages qui ont été modifiés, ce sera plus en adéquation avec ce qu'on vous a vendu. Sur nos machines, au niveau d'un tableau, vous aurez tous les variateurs regroupés à un seul endroit, que ce soit sur le MCQC ou pour les compresseurs pistons. Hein. Ensuite, les sondes extérieures. Donc faites attention, nos machines sont livrées sur ce type de gamme, sondes extérieures posées. Donc nous ne savons pas comment vous allez positionner vis-à-vis de vos clients. Donc si jamais la sonde extérieure se retrouve plein sud et plein soleil, il faudra impérativement déplacer ces sondes extérieures et les mettre plutôt au nord où elles ne voient jamais le soleil. Sinon, en plein hiver, vous pouvez retrouver à fonctionner en transcritique, là où on peut faire des économies d'énergie en fait. Donc toutes nos batteries sont 130 bars. Pensez que si vous installez au condenseur déporté, l'ensemble des tuyauteries doit être au minimum 465, ou nous maintenant, il y a du 130 bars renforcé. Hein. Donc on respecte la distance minimum d'1 mètre entre le mur et le condenseur pour une évacuation des calories.
Ne pas ajouter des plombs antivibratifs dans les angles. En fait, souvent, ce que je vois sur site, c'est on va mettre des petits carrés de gripple dans les angles des machines, ce qui fait qu'on ne pose pas sur la totalité de la plénitude de la machine. Le petit Quiet Cool est vraiment prévu pour être posé à plat sur du béton. C'est des machines qui vibrent très peu. Les compresseurs sont montés sur antivibratifs, donc il n'y a pas de raison de les caler de ce modèle-là. Sur les MCQC, si vous voulez les mettre des antivibratifs, il faudra les mettre sur toute la surface des pieds, en fait. Et pas mettre des petits carrés dans les angles, parce que ça fait très peu de surface de portée et c'est pas bon pour les machines. Pour le vieillissement des machines, c'est quand même mieux de les mettre sur l'intégralité des surfaces. Les tuyauteries liquides, que vous voyez sur les slides qui apparus, c'est une extension de votre réservoir. Si jamais vous avez une très très longue longueur de tuyauterie qui court sur un plafond, il faut vraiment faire attention à bien les isoler pour ne pas avoir des réchauffements de gaz, hein, et pas avoir des problèmes thermiques sur les bouts de poste. Donc vraiment, c'est très important, bien isoler vos tuyauteries liquides, bien respecter la l'APS bien sûr du réservoir, comme on disait tout à l'heure. Voilà, donc pour les machines, c'est possible qu'il y ait des fortes pertes de charge. Donc nous, on fournit toujours des filtres aux aspirations des machines. Si vous voyez que vous avez des fortes pertes de charge sur vos tuyauteries d'aspiration, en général, c'est ce filtre qui est complètement saturé de calamine. N'hésitez pas, une fois que l'installation a bien vécu un certain temps, de déposer ces filtres, ils n'ont plus lieu d'être, hein, et vous limiteront les pertes de charge aux aspirations. Et encore une fois, c'est des économies d'énergie derrière. Pour la récupération de chaleur, donc, nous, on a toujours, chez Profroid, utilisé sur des régulateurs d'Enphos, Carrel ou autres, les préconisations du constructeur du régulateur. Donc, dans tous les cas, il faudra bien prévoir, comme c'est conseillé par Danfoss ou Carrel ou autre, hein, le 0,10 volts en signal d'entrée. Donc, c'est une loi d'eau que vous devez nous fournir qui nous permettra, nous, de sortir un 0,10 volts pour réguler votre pompe sur le primaire. Hein, donc, il y a aussi une sonde SHR8 à positionner au niveau de votre ballon ou de votre départ de poste chaud. Et un contact, j'ai besoin de récupération de chaleur ou pas. Si un des points est manquant, le gros problème, c'est que la récup ne se mettra pas en route. Il attend un signal pour pouvoir lancer cette récup de chaleur. Donc, ne l'oubliez pas, c'est important au niveau du bon fonctionnement de cette récup de chaleur. Pensez à régler le pressostat du réservoir en fonction de votre PS. Donc, bien sûr, hein, si vous modifiez la PS, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, ça oblige à changer et les soupapes et régler la machine en proportion de la PS que vous allez choisir. En sachant que sur les réservoirs, essayez de mettre le maximum du 60 ou du 80 bars. Ça vous évite, en cas de longue coupure de courant, des soucis de montée de pression au niveau du réservoir. Et sachant qu'un détendeur sur un poste, c'est un point d'isolation. Donc, si jamais il y a une coupure de courant, tous vos détendeurs sont fermés. Si vous avez que votre ligne liquide qui monte en pression, ça ne pose aucun problème parce que 80 bars, c'est très haute pression déjà et ça fait des températures très élevées. Voilà, pensez à ce point-là. La ligne liquide, c'est vraiment l'APS à respecter. Ensuite, si vous raccordez les Quiet Cool avec le ProCold et les étendeurs, pensez à tirer un câble vraiment de très bonne qualité. Nous vous conseillons, comme dans les notices du constructeur, du Belden 3106A, un Belden qui est renforcé. Sachez que la régulation de poste froid, c'est l'extension de la régulation du compresseur. Le bus, il passe par le variateur et après, il va aller sur le poste ProCold. Donc, si jamais le câble n'est pas de bonne qualité, ça va dysfonctionner au niveau du compresseur. Excusez-moi, ça part à gauche. Donc, le petit slide en bas avant, c'est pour vous indiquer le fonctionnement de la charge de CO2 et la charge en huile sur le coil. Si jamais dans votre tableau, vous arrivez sur la zone rouge, faites attention, c'est que vous avez trop de volume de postes. Donc, si tous les postes s'arrêtent en froid, les réservoirs vont déborder. Donc, surtout, faites attention quand vous faites votre préparation de mise en service. Il faut être dans le vert ou dans le orange. Dans l'orange, on ne peut plus faire du pump down, mais il n'y a aucun problème de fonctionnement. Dans le rouge, posez-vous la question, ce n'est pas logique d'être à ce niveau-là, c'est qu'il y a eu un petit souci au moment de la sélection. Sur les MCQC, il faudra penser à bien remplir le réservoir d'huile. Hein, il s'arrive vide, donc il faut le mettre jusqu'au deuxième voyant. Et vous allez le mettre en service. Au bout d'un petit moment, il faudra changer la cartouche coalescente au niveau du filtre séparateur d'huile,
qui va se saturer des calamines, hein, comment l'installation va se nettoyer. Un maximum, on dit maximum 1 mois, parfois c'est beaucoup moins. Parfois on met en route et au bout de 2-3 jours, l'installation était un peu sale, et ben on a saturé de suite le filtre. Et nous, on vous fournit toujours un filtre d'avance dans la machine. Donc le filtre coalescent, vous aurez toujours un filtre disponible dans notre centrale. Je vais passer au slide suivant, chérie. Ben, à la suite. C'est à toi. Au revoir. C'est à moi. Journée. Merci, Eric. Voilà, je vais finir par vous parler en fait des unités Quiet Cool et Quiet Cool MC. Donc là, en fait, c'est les régions en fait pour lesquelles on a déjà installé ce type de machines. On voit que le plus foncé, là où il y a la plus grosse quantité, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ça c'est pour la France. Et au niveau européen, il faut voir que les premiers c'est en Allemagne, et puis après en France on est en deuxième. Et on a aussi les pays nordiques qui poussent pas mal en fait pour ces solutions CO2. Et vraiment on a aussi une dynamique en fait sur les pays du Sud, notamment en Espagne. Donc en gros en fait ce qu'on remarque c'est qu'il y a une dynamique pour ces solutions en fait pour petit format. Donc que ce soit Quiet Cool ou Quiet Cool MC, en gros pour la proximité. Et donc avec l'expérience, on a fait 3000 unités uniquement en Quiet Cool, et si on intègre les centrales, les Quiet Cool MC, on va au-delà des 4000. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une dynamique en Europe qui est de plus en plus importante, et donc ce sont des produits pour lesquels on a beaucoup d'expérience sur le terrain, qui tournent. Donc voilà, si vous avez quoi que ce soit, des questions, si vous avez des avis pour améliorer le produit, on sera toujours là à votre écoute. Ce sont des produits qui sont fabriqués à Aubagne. On est plus de 600 sur site, et toute l'équipe au niveau R&D, au niveau marketing, commerce, on est à votre écoute pour justement prendre en compte ce que vous nous dites, parce qu'on sait énormément ce que ça peut apporter en fait en termes de solutions chez nous. Voilà, sur ces quelques mots, moi j'ai fini, puis je pense qu'on peut passer sur la partie questions-réponses. Oui, tout à fait, Chérif. Donc on a reçu déjà pas mal de questions. La première, c'est à quelle pression doivent être les meubles, et peut-on s'adapter sur des meubles de pression différentes, donc 30 ou 60 bars? Alors je peux prendre la réponse. En fait, ce que je n'avais pas dit effectivement, c'est sur les Quiet Cool, on a une pression de service du réservoir de 90 bars. Sur les Quiet Cool MC, c'est 80 bars. Alors, il se peut que les postes froids ne soient pas à ce même niveau de pression. Donc, à un moment donné, on peut avoir un niveau de pression différent, parce que, comme a dit Eric, on a le détendeur en fait, qui va couper cette partie du système et faire en fait 2 parties. Donc, à ce moment-là, il va falloir protéger la partie poste froid, donc en mettant une soupape de sécurité à l'aspiration en aval des postes froids. Alors, il faut savoir aussi que la soupape au niveau du réservoir, elle protège à la fois le réservoir, mais aussi la ligne liquide qui est sur la machine, mais aussi qui est celle que vous tirez, vous, en tant qu'installateur, entre la machine, la centrale, et le poste froid. Donc, il ne faudrait pas faudrait pas tirer des tubes qui ont une pression de service inférieure à la pression à la soupape de sécurité du réservoir, sinon vous ne bénéficierez pas de la protection de la ligne liquide. Ok, merci Chérif. Du coup, deuxième question, je pense que c'est pour Eric. Est-il possible d'installer une Quiet Cool et une Quiet Cool MC négative seule? Excusez-moi, je peux répéter? Alors la question c'était, est-il possible d'installer une Quiet Cool plus une Quiet Cool MC négative seule? Oui, tout à fait. Bien sûr. On peut poser une Quiet Cool. Je m'entends en doublon, c'est pas très agréable. Oui, on peut poser une Quiet Cool MC, une Quiet Cool PT seule, il n'y a aucun souci. Bien sûr. Donc une autre question qu'on a reçue, je ne sais pas si c'est peut-être pour Chérif. Est-il possible d'avoir des Quiet Cool MC avec gas couleur centrifuge intégré?
Alors, en fait, ce que je vous ai dit, c'est que les produits qu'on a sortis, c'est pour la proximité. Donc, ce sont des bâtiments qui sont dans les centres-villes, qui existent depuis peut-être des centaines d'années et qui ont pas été prévus, en fait, pour accueillir des grosses machines. Donc, en fait, avec l'expérience qu'on a eue, avoir une machine avec un gaz couleur intégré centrifuge, c'est assez volumineux. Et c'est d'autant plus difficile à splitter. Donc, nous, on a opté pour la solution de centrale, donc avec Whirlpool MC, qui peut être séparée, donc uniquement la centrale, avec un gaz couleur déporté. C'est pour ça qu'on ne propose pas, parce qu'en fait, on sait que quand on va intégrer la turbine du gaz couleur dans l'unité de condensation, ça va être beaucoup trop volumineux et sincèrement, ça ne pourra pas passer les cages d'escalier, enfin, tout ce qu'on a vu dans ce type de bâtiment. Et même les monts de charge, ça sera difficile. Donc, on n'a pas opté pour cette solution pour ces raisons-là. Ok. Mais cela dit, les solutions qu'on propose, elles seront adaptées à toutes les configurations d'installation. Ok. Alors, j'ai une question. On nous demande de développer un peu plus le produit pour chambre froide négative sans la technologie booster. D'accord. Je sais pas si c'est toi, revenir sur le slide. Peut-être revenir sur le slide en question. Et voilà. Donc, là, vous avez le compresseur négatif qui va aspirer bien sûr des postes froids négatifs. Vous avez un intercooleur, donc qui va nous permettre en fait de refouler à l'intérieur du meuble, enfin du réservoir, pardon. Et on a le compresseur ici qui n'est pas un compresseur positif, mais un compresseur parallèle parce qu'il aspire en fait du réservoir et donc il va réguler la pression à l'intérieur du réservoir. C'est pour ça qu'on n'a pas de vanne AMP ici, contrairement à un système booster ou CO2 normal, on n'a plus cette vanne parce qu'on n'est que en parallèle. Et là, vous avez le gaz couleur avec la vanne HP. Donc tout ça, en fait, si vous voulez, c'est comme un fonctionnement avec un compresseur 2 étages. On a un premier étage de compression et puis on a un deuxième étage de compression pour faire pour produire le froid négatif. Ok. Du coup, donc la prochaine question, il y en a plusieurs d'ailleurs dans une seule question. Donc dans le cas où il n'y a pas de demande de froid du côté MT, est-ce que cela pose un problème pour faire fonctionner correctement l'étage BT si lui est en demande? Et du coup, faut-il respecter un ratio entre les deux lors de la sélection de la centrale? Eric, je pense que Oui, je peux répondre. Donc oui, alors c'est très important de bien respecter les ratios en fait sur ces petits produits MCQC. Le ratio il est très important parce qu'on ne positionne pas d'intercouleur sur ces petits produits. Et si vous avez très peu de charges positives et beaucoup de charges négatives, vous êtes très déséquilibré et le risque est d'avoir des températures de surchauffe sur les compresseurs positifs beaucoup trop élevées. Donc ça va mettre en sécurité les protections des compresseurs parce que ça va passer de charge MT. Donc il faut vraiment bien respecter ce ratio de puissance MT, BT. Ok. Et du coup, avec les centrales mini-cool et quiet-cool MC, donc indoor ou outdoor, peut-on avoir uniquement des compresseurs MT? Bien sûr, oui. Oui. C'est que du BT, on ne peut pas, mais du MT, il n'y a aucun problème. Ok, super. Et du coup, la dernière question. Alors, les mini-centrales disposent-elles de groupes de maintien de pression ou peut-on perdre ou acceptons de perdre un peu de fluide en cas d'arrêt prolongé l'été? Les mini-centrales, elles sont avec des pressions de service de 80 bars. Donc, on n'a pas besoin en fait de groupe de maintien de pression. Ok. Et juste un avis, une dernière question au niveau de la pression. J'aurais voulu répondre sur la question de la pression, je trouve qu'elle est pertinente. Au niveau des installations, donc quand vous faites une installation neuve, vous devez faire une épreuve de vos installations mécaniques.
Et la réglementation vous demande de faire qu'une mise à l'épreuve de 10% au-dessus de la PS. Donc, vous êtes à 120 bars, vous faites une épreuve à 132 bars. Et vos protections de pressostat, ça sera toujours 10% en dessous de votre PS. Hein, c'est une question que j'ai vu passer. Et la personne parlait de 1,45 fois la pression de service. Ce n'est pas du tout la réglementation. Hein, la réglementation qui vous incombe, c'est juste 10% au-dessus de la PS. Donc, que ce soit les réseaux ou que ce soit la partie des équipements. Hein. On ne va jamais au-delà. Et si vous devez mettre en épreuve nos installations, donc nos équipements, parce que vous êtes connecté dessus, pensez à enlever les soupapes. Parce que si vous ne mettez pas un bouchon à la place des soupapes, vous allez avoir à chaque fois les soupapes qui vont déclencher à votre mise à l'épreuve. Voilà, c'est une petite anecdote. Excuse-moi, j'ai pris un peu la main. Dans les questions, j'avais vu cette question-là qui me paraissait importante. Oui, et il y en a une dernière qui est arrivée dans le chat. Pour la reprise sur supervision, est-ce compatible avec Danfoss? Est-ce qu'il y a une passerelle avec, par exemple, vas-y, je te laisse répondre. Alors, sur les MCQC, vous pouvez le commander soit en Danfoss, soit en Carrel, soit en Green & Cool. Donc, Danfoss sera forcément compatible avec. Et pour tout ce qui est Quiet Cool, on peut vous mettre à disposition une table d'échange. On a une table d'échange et vous intégrez une table d'échange dans votre supervision. Donc, c'est réversible hein, l'un vers l'autre. Hein. Les tables d'échange sont accessibles maintenant. Donc, nous, on met à disposition des tables d'échange sur demande. Hein. Vous demandez au service SAV et on vous fera parvenir les éléments. Donc, okay, super. Même n'importe quel type de supervision, aujourd'hui, est capable de lire nos machines. Hein, pas forcément Danfoss, Carrel, ça peut être quelque chose complètement indépendant. Sur table d'échange, nous, on fournit les tables d'échange avec l'intégralité des variables. Comme ça, vous avez tous les éléments. Ok. Super. On n'a plus de questions, donc il reste un petit peu de temps. Donc, on me demande, c'est Edixel, est-ce qu'il y a une compatibilité? En fait, nous, c'est une table d'échange en mode bus. Donc, Dixel, c'est du mode bus. Si vous pouvez intégrer une table d'échange dans votre régulateur, il n'y a aucun problème. Hein, le mode bus, c'est un peu l'avantage, c'est que c'est facilement communicable via les tables d'échange. Donc, votre intégrateur Dixel, vous lui fournissez la table d'échange, il va pouvoir l'intégrer dans sa supervision. Ok, super. On n'a plus de questions. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois plus. Merci beaucoup, Eric, et merci beaucoup, Chérif. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Vous recevrez très prochainement un email avec le lien de replay ainsi qu'un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre page LinkedIn ou à consulter régulièrement notre site internet pour être au courant de tous nos événements et toutes nos nouveautés aussi. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.